Le 28 juin 2025, 10 nations ont signé un document qui a fait trembler les boussoles du pouvoir mondial. 2 chiffres seulement, 10 signatures, 14 milliards suspendus, ont suffi à redéfinir l'équilibre du Sahel. Comment un jeune officier nommé Ibrahim Traoré a-t-il transformé un acte administratif en séisme géopolitique ? Ce soir-là, à Ouagadougou, l'histoire n'a pas attendu d'être écrite, elle s'est levée d'elle-même. Ce récit n'est pas celui d'un simple changement de régime, mais d'une redéfinition du pouvoir venu du sol africain lui-même. Ce qui s'est joué ce jour-là dépasse les frontières du Burkina Faso. Il s'agit d'une expérience grandeur nature sur la souveraineté réelle au XXIe siècle. Comprendre cette histoire, c'est mesurer comment 10 signatures peuvent bouleverser un système bâti depuis des décennies et pourquoi l'économie mondiale a retenu son souffle. Car la promesse implicite d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement politique, elle était civilisationnelle. Faire renaître la légitimité de l'intérieur sans tutelle ni permission. Derrière cette proclamation se cache une tension, celle entre reconnaissance internationale et autodétermination nationale. Les chiffres, les voix et les symboles que nous allons explorer dévoilent comment cette tension s'est matérialisée, dans les marchés, dans les rues et jusque dans les esprits. Ce voyage à travers Ouagadougou, Bamako et Bruxelles n'est pas une chronique d'opposition, mais une radiographie d'un basculement silencieux. Une question demeure, la souveraineté peut-elle se construire sans dépendance ? Dès les premières heures du 28 juin 2025, un murmure parcourait les rues d'Ouagadougou. 10 nations s'apprêtaient à signer un accord inédit. À 10 heures précises, sous la lumière d'un soleil dense, le chœur des écoliers burkinabés entonna l'hymne national. Dans la grande salle du palais présidentiel, 10 drapeaux brillaient pied sur le marbre. Chacun représentait une promesse. Reconnaître Ibrahim Traoré comme président légitime du Burkina Faso. Ce chiffre, 10, paraissait anodin, mais il symbolisait un déplacement d'orbite. L'Afrique ne demandait plus la permission d'exister, elle se la donnait. Cette scène, captée par les caméras du monde entier, fut l'instant où l'équilibre du Sahel bascula. Les marchés de Londres à New York réagirent immédiatement. L'or monta de quelques fractions, les contrats furent suspendus et plus de 14 milliards de dollars en accords commerciaux furent réévalués. Ce n'était pas la panique, c'était la stupeur polie d'un système découvrant que la légitimité pouvait venir d'ailleurs. Mais au-delà des chiffres, c'est un récit humain qui s'écrivait. Dehors, des milliers de Burkinabés brandissaient des drapeaux faits maison, criant « Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour exister ». Pour eux, cette signature n'était pas diplomatique, mais existentielle. La reconnaissance ne descendait plus des capitales occidentales, elle jaillissait du sol sous leurs pieds. Ce contraste entre la solennité du marbre et la ferveur de la rue révèle le paradoxe fondateur du mouvement Traoré, le pouvoir de l'intérieur contre la validation de l'extérieur. C'est dans cette fracture que commence notre exploration, là où l'économie, la politique et la dignité se croisent. Dans les jours qui suivirent, un nom résonnait sur toutes les lèvres, Ibrahim Traoré. Ce jeune officier, calme dans la forme mais tranchant dans le fond, devenait le visage d'un tournant historique. Son uniforme olive, sans dorure, traduisait une volonté, rompre avec les symboles de dépendance et redonner au peuple la voix qu'on lui avait longtemps confisquée. Pour comprendre la portée de ce moment, il faut suivre 2 trajectoires qui s'entrecroisent, celle du dirigeant et celle de son pays. À Ouagadougou, la capitale vibrait, les musiciens improvisaient dans les marchés, les étudiants débattaient dans les cafés, les commerçants redessinaient des pancartes, la reconnaissance vient de l'intérieur. Ce mot d'ordre, lancé par Traoré lors de son discours, devint le point d'ancrage d'une fierté retrouvée. Dans les provinces, les coopératives s'organisaient déjà pour mutualiser les bénéfices agricoles et lancer de petits projets d'énergie locale. À ce stade, les analystes hésitaient, simple euphorie populaire ou mutation politique réelle. Pourtant, un fait s'imposait. Le Burkina Faso, longtemps présenté comme dépendant de l'aide extérieure, se découvrait acteur de sa propre équation. La légitimité, disait-on, ne venait plus des chancelleries, mais des champs. Ainsi naquit une dynamique inattendue, moins un défi qu'un miroir tendu au monde. L'histoire, pour une fois, ne se racontait plus à travers des rapports, mais à travers des regards.
Et dans ceux des Burkinabés, on lisait une certitude tranquille. Le changement avait déjà commencé. Tout bascula entre la fin juin et le début juillet 2025. En quelques jours, le Burkina Faso passa du statut de nation observée à celui de nation observée avec inquiétude. La séquence commença par un acte symbolique, la signature des 10 nations, puis se transforma en onde de choc. Les marchés financiers suspendirent 14 milliards de dollars de contrats commerciaux, les institutions internationales convoquèrent des réunions d'urgence, et dans les chancelleries, un même mot revenait, imprévisible. Ibrahim Traoré, lui, demeurait impassible. Son premier discours après la reconnaissance ne fut pas une célébration, mais une rectification. On nous a dit que la reconnaissance vient de l'extérieur, déclara-t-il d'une voix ferme. Aujourd'hui, elle vient de l'intérieur. Ces 12 mots résonnèrent comme un verdict moral. Dans la salle, certains diplomates applaudirent par devoir, d'autres, sincèrement, essuyèrent une larme. Dehors, la foule exultait. C'est ce jour-là que l'histoire accéléra. Dans les 3 mois qui suivirent, des coopératives agricoles, des micro-réseaux d'énergie et des entreprises locales se mirent à fleurir. Les estimations en faisaient état de plus de 200 millions de dollars de réinvestissement communautaire. L'économie, loin de s'effondrer, semblait s'adapter. En Europe, les think tanks tentaient de rationaliser l'événement. Mouvement populiste, disait l'un, nouvel ordre non aligné, répondait l'autre. À Washington, les mots furent plus prudents. Le département d'État exprima son inquiétude devant une reconnaissance unilatérale, tandis qu'à Moscou et Pékin, les communiqués saluaient un pas logique vers l'indépendance réelle. Ce contraste de ton illustrait la fracture du moment. Ce qui, pour l'Occident, paraissait déstabilisant, semblait pour d'autres un signe de maturité africaine. Les semaines suivantes, la tension monta d'un cran. La France suspendit l'aide au développement, l'Union européenne gela 480 millions de dollars de subventions et le FMI retarda un décaissement attendu. Pourtant, au lieu de vaciller, le pays surprit le monde. Les recettes intérieures progressèrent de 18 milliards de dollars. La croissance du PIB atteignit près de 5%, défiant les prédictions les plus sombres. Le 15 août 2025, Ibrahim Traoré monta à la tribune des Nations Unies. Pas de rhétorique enflammée, pas de slogan. Une phrase suffit à faire taire la salle. La démocratie ne peut exister sous occupation économique. Le silence qui suivit fut celui des puissances qui se découvrent démunies face à la simplicité d'un principe. Ce fut l'apogée d'une séquence où la politique devint poésie. Et ce jour-là, beaucoup comprirent que l'histoire du Burkina Faso ne serait plus écrite ailleurs. La force du changement mené par Ibrahim Traoré ne résidait pas dans les discours, mais dans les chiffres. Ces preuves silencieuses que même les chancelleries les plus sceptiques ne pouvaient ignorer. Baseline, Delta. Avant la reconnaissance du 28 juin 2025, les indicateurs du Burkina Faso affichaient une dépendance chronique. Moins de 20% des revenus publics provenaient de ressources locales. Près de 70% des projets d'infrastructure étaient financés par l'aide extérieure. 6 mois plus tard, la trajectoire s'était inversée. Les recettes internes avaient bondi de 18 milliards de dollars, soit une hausse de 42% par rapport à la moyenne quinquennale. Ce n'était pas un miracle, c'était le résultat d'une politique de nationalisation des mines d'or et de redistribution des bénéfices dans les secteurs sociaux. Les coopératives rurales, soutenues par un fonds souverain créé en urgence, avaient injecté 200 millions de dollars dans des projets locaux. Chaque chiffre racontait une même idée. La légitimité économique, comme la politique, pouvait naître du sol. Les analystes de marché, d'abord incrédules, furent forcés de réviser leur modèle. Un rapport interne de la Banque mondiale mentionna une stabilité inattendue à court terme, tandis qu'à Wall Street, un mémo d'investissement soulignait l'émergence d'un modèle de résilience non occidental. Derrière ces formules se cachait une inquiétude. Et si le Burkina Faso venait d'exposer la fragilité d'un système où la dépendance était la norme, les effets se faisaient tant sentir dans les foyers, le prix du maïs chuta de 12%, les importations de riz diminuèrent de 9% et les écoles publiques enregistrèrent une hausse de 25% des inscriptions. Loin des salons diplomatiques, c'est dans ces chiffres discrets que se mesurait la révolution tranquille. Mais la question planait toujours. Ces gains pouvaient-ils durer face à la pression internationale ?
La France et l'Union européenne maintenaient le gel de l'aide. Le FMI avertissait d'un risque systémique. Pourtant, le taux de change restait stable, et les budgets régionaux furent bouclés sans déficit majeur. Le delta n'était plus seulement économique, il était psychologique. Car si la souveraineté se prouve par la survie sans tutelle, alors les données du Burkina Faso représentaient plus qu'un bilan, une démonstration. Les critiques d'Ibrahim Traoré n'ont pas tardé à se manifester. Dans les colonnes des grands journaux européens, deux thèses dominaient. La première, dite réaliste, soutenait que le Burkina Faso ne faisait que remplacer une dépendance par une autre, la tutelle occidentale contre de nouvelles alliances avec Moscou et Pékin. La seconde, plus idéologique, alertait sur une dérive autoritaire maquillée en souverainisme. Les deux arguments méritaient d'être entendus. Le premier semblait logique. Oui, la Russie et la Chine avaient profité de l'ouverture africaine pour renforcer leur présence. Contrats énergétiques, partenariats militaires, coopération numérique. Mais la lecture de terrain nuançait cette conclusion. Les accords signés par Ouagadougou stipulaient des contreparties inédites. Contrôle africain des infrastructures, transfert de compétences et limitation des concessions à 10 ans renouvelables. Une architecture conçue pour éviter le piège de la dépendance éternelle. Quant au second argument, celui du pouvoir personnel, il se heurtait à une réalité observée dans les urnes. Fin 2025, la participation électorale locale atteignit 78%, un record historique avec la supervision de délégations africaines plutôt que d'observateurs occidentaux. Dans les cafés et les radios de la capitale, le débat était libre, parfois houleux, signe d'une société qui retrouvait sa voie. Ibrahim Traoré lui-même n'a jamais prétendu incarner un modèle achevé. Il présentait son mouvement comme un laboratoire, une tentative de réapprendre à se gouverner. Ses détracteurs voyaient une utopie, ses partisans une respiration. Et si la vérité se situait entre les deux, le Burkina Faso ne cherchait pas à être parfait, mais à être cohérent, aligner ses ressources, ses institutions et sa dignité. Ainsi, la force du projet Traoré n'était pas dans sa pureté, mais dans sa résistance au cynisme. Face aux critiques, il opposait des faits, et derrière chaque fait, une conviction. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline. La stabilité est devenue une menace. Cette phrase, prononcée par un diplomate anonyme en marge d'un sommet à Addis Abeba, résumait le paradoxe du moment. Ce que redoutèrent les puissances étrangères n'était plus l'instabilité africaine, mais sa capacité à tenir debout. Au milieu de l'année 2026, Ibrahim Traoré apparaissait non plus comme un rebelle régional, mais comme un point de bascule du système international. Le Burkina Faso, malgré les sanctions et l'isolement diplomatique, voyait sa monnaie rester stable et ses échanges s'étendre à 10 nouveaux partenaires africains et asiatiques. Le mécanisme de punition s'était inversé. Le boycott n'affaiblissait plus, il révélait la solidité du socle intérieur. Dans les couloirs feutrés des chancelleries, une question circulait à voix basse. Si un petit pays enclavé peut redéfinir les règles de la dépendance, que reste-t-il du pouvoir de ceux qui les écrivaient ? C'était le cœur du renversement, un midpoint symbolique où la fragilité supposée devenait le test de la maturité. L'Afrique cessait d'être le théâtre d'une histoire subie, elle en devenait l'auteur. Les répercussions de la reconnaissance de l'intérieur se firent sentir à plusieurs niveaux, nations, entreprises, citoyens et régions. Ce que Ibrahim Traoré avait déclenché dépassait les murs du palais présidentiel. C'était un mouvement de réagencement global. Au niveau national, les effets devinrent tangibles. Dans tout le Burkina Faso, les effets devinrent tangibles. Les mines d'or nationalisées furent rouvertes sous gestion publique, générant un afflux inédit de revenus locaux. Les recettes fiscales augmentèrent de 18 milliards de dollars, tandis que les dépenses sociales, écoles, cliniques, routes furent multipliées par 2. Dans les campagnes, le slogan « Nos ressources, notre renaissance » remplaçait les affiches d'aide et internationales. Les agriculteurs, désormais soutenus par des crédits nationaux, voyaient leur production croître de 17% en une saison. Du côté des entreprises, les réactions furent multiples. Les sociétés étrangères réagirent diversement. Certaines, françaises, canadiennes, se retirèrent, invoquant le risque juridique. D'autres, venus d'Asie, saisirent l'occasion pour co-investir.
Un nouvel écosystème hybride prit forme. Les coopératives locales s'associèrent à des firmes africaines pour exploiter les ressources en circuit court. L'économie du pays se continentalisait. Sur le plan individuel, les changements furent aussi profonds qu'intimes. Pour les citoyens, les changements furent autant psychologiques qu'économiques. Les universités ouvrirent des cursus d'histoire africaine, les radios débattaient des réformes et les jeunes redécouvraient un mot oublié, fierté. Les sondages internes montraient que 73% des Burkinabés estimaient que leur pays avançait dans la bonne direction, un chiffre inégalé depuis 20 ans. Cette confiance sociale, plus que les indicateurs, devint le moteur du redressement. À l'échelle régionale, le souffle du changement se fit sentir. Dans la région du Sahel, l'effet domino fut immédiat. Le Mali, le Niger et la Guinée rejoignirent l'Alliance des États du Sahel AES, tandis que le Rwanda et l'Algérie proposaient d'en devenir partenaires. Ce réseau de coopération redéfinissait les flux commerciaux et sécuritaires sans passer par les circuits occidentaux. En moins d'un an, 10 nouveaux accords interafricains furent signés. Pour les observateurs extérieurs, cette multiplication d'initiatives relevait d'un pragmatisme redoutable. L'Afrique se parlait enfin à elle-même. Pour les Burkinabés, c'était simplement la suite logique de ce qu'Ibrahim Traoré avait annoncé. La reconnaissance ne se reçoit pas, elle se construit. L'année qui suivit la reconnaissance ouvrit un horizon incertain, mais fertile. 3 trajectoires possibles se dessinaient pour le Burkina Faso et par extension pour tout le Sahel. Chacune révélait un visage différent de la promesse d'Ibrahim Traoré. Dans le scénario le plus probable, la consolidation restait prudente. Le plus probable, le pays maintient une croissance autour de 89%, les investissements africains remplacent progressivement l'aide extérieure et la monnaie demeure stable. Les réformes institutionnelles s'approfondissent lentement, notamment dans les secteurs miniers et éducatifs. Ce scénario repose sur un équilibre. Tenir debout sans provoquer, négocier sans céder. Si cette voie prévaut, le Burkina Faso deviendra un modèle d'autonomie soutenable. Dans une hypothèse optimiste, l'Alliance continentale prenait forme. Dans ce cas, le projet Sahel 2030 de Traoré se matérialise pleinement. Le Mali, le Niger, la Guinée et le Tchad unifient leurs politiques énergétiques et commerciales. Les parcs solaires et les micro-réseaux irriguent la région, générant une croissance supérieure à 6%. Le Sahel devient un bloc économique africain inédit où la souveraineté se traduit en production concrète. Mais cette ascension suppose un facteur clé, la stabilité politique interne, et dans le scénario le plus sombre, l'isolement menaçait. Le risque inverse, les sanctions s'élargissent, la pression financière asphyxie les projets et la défiance intérieure renaît. Les taux de change vacillent, les alliances s'effritent et la fatigue sociale s'installe. Ce scénario, bien que minoritaire, n'est pas impossible. Le point de rupture tiendrait à la capacité de Traoré à transformer le soutien populaire en institution durable. Quelle que soit la voie, une constante demeure. La souveraineté n'est pas un État, mais un effort continu. Si la légitimité se gagne de l'intérieur, elle doit aussi s'entretenir de l'intérieur. Le défi des 12 prochains mois n'est donc pas seulement économique, mais moral. Préserver la cohérence entre la promesse et la pratique. Et si, comme le dit un proverbe du Sahel, la vérité d'un arbre se lie à ses racines, alors c'est là, dans la terre burkinabé, que l'histoire décidera de son cap. Au-delà des chiffres et des discours, l'histoire d'Ibrahim Traoré touche une corde universelle, celle du droit de choisir son propre destin. Dans les villages du Sahel, les enseignants répètent à leurs élèves que l'indépendance n'est pas une fête, mais un devoir. Dans les marchés de Ouagadougou, les commerçants évoquent la confiance comme une nouvelle monnaie. Et dans les cafés de Dakar ou d'Abidjan, des jeunes discutent du modèle burkinabé, comme on parlerait d'un rêve devenu possible. Pour beaucoup, le parcours de Traoré rappelle qu'aucune nation n'est trop petite pour aspirer à la dignité. En Amérique latine, en Asie, en Europe même, des mouvements citoyens citent ces mots. La reconnaissance vient de l'intérieur. Ce n'est plus une phrase isolée, c'est un écho qui dépasse les continents. Mais ce message interroge chacun de nous. Que ferait-on si notre propre légitimité dépendait d'autrui ? Accepterait-on de renoncer à la permission pour retrouver la responsabilité ?
Le débat que soulève le Burkina Faso n'est pas seulement africain, il est profondément humain. Parce qu'au fond, ce que Traoré incarne n'est pas une idéologie, mais une redécouverte, celle de la valeur d'une voix, d'un vote, d'une volonté. Et si cette prise de conscience peut naître dans une nation enclavée du Sahel, alors elle peut éclore partout. Face à un monde encore sceptique, Ibrahim Traoré a cherché à transformer la ferveur populaire en structure durable. Son équipe a défini une feuille de route en 5 étapes, simple dans son expression, mais ambitieuse dans sa portée. Une stratégie de souveraineté appliquée. Reprendre la maîtrise économique. Les revenus miniers, désormais nationalisés, alimentant un fonds de renaissance destiné à financer les infrastructures locales, routes, écoles, réseaux d'irrigation. L'objectif, réduire de moitié la dépendance à l'aide extérieure d'ici 3 ans. Redéfinir l'éducation. Le programme burkinabé d'abord enseigne l'histoire africaine à travers les voies locales. La jeunesse devient le gardien de la mémoire et le moteur du futur. Renforcer la gouvernance interne. Un conseil anticorruption indépendant, composé de membres de la société civile, supervise l'utilisation des fonds publics. La transparence devient une ressource politique. Tisser des alliances africaines. L'Alliance des États du Sahel, AES, structure la coopération militaire et énergétique. Les projets solaires conjoints et les marchés communs établissent un nouveau tissu continental. Mesurer la légitimité par les résultats. Croissance stable, inflation contenue, taux de participation électorale élevé. Ces indicateurs forment la nouvelle boussole du pouvoir. Cette lignée d'action, combinée à un discours centré sur la responsabilité, constitue la colonne vertébrale du projet Traoré. Elle ne cherche pas à défier le monde, mais à se tenir droite devant lui. Et si la reconnaissance vient de l'intérieur, comme il l'a répété, alors la cohérence devient la première des révolutions. Le soir tombe sur Ouagadougou et les tambours résonnent plus doucement qu'avant. Dans la cour du palais, Ibrahim Traoré salue un groupe d'enfants venus chanter pour la fête de la souveraineté. Leurs voix ne portent pas de slogan. Elles portent une sérénité nouvelle, celle d'un peuple qui s'est regardé dans le miroir et s'est reconnu. Ce moment fait écho à un autre, 1 an plus tôt, quand le même homme, debout sous les drapeaux de 10 nations, avait promis que la reconnaissance viendrait de l'intérieur. Cette phrase, d'abord perçue comme un défi, est devenue un fil rouge. Elle relie les villages du Sahel aux couloirs des Nations Unies, les champs de mille aux salles de conférence. La caméra s'attarde sur son regard. Ni triomphe ni colère, juste une vigilance tranquille. L'histoire lui a offert une place qu'il ne cherchait pas, celle du rappel. Rappel qu'une indépendance sans dignité n'est qu'une illusion. Et dans la brise chaude du soir, le pays respire lentement, comme pour retenir cette idée simple. Parfois, la révolution la plus profonde ne brûle pas, elle éclaire. Le Burkina Faso s'endort, mais le monde, lui, reste éveillé. L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est plus un chapitre africain, c'est une question adressée à chacun. Que ferions-nous si la liberté cessait d'avoir besoin d'autorisation ? À travers les frontières et les fuseaux horaires, ce récit continue de circuler, non comme une proclamation, mais comme une invitation. Invitation à repenser nos propres dépendances, à interroger les systèmes que nous tenons pour acquis. Car ce qui se joue ici, au cœur du Sahel, touche à l'essence même du pouvoir, le droit de dire non et d'inventer un oui collectif. Dans un monde où l'équilibre change plus vite que les cartes, peut-être est-il temps d'écouter ces voix venues du centre du continent. Non pour les applaudir, mais pour dialoguer. Et vous, que voyez-vous dans cette histoire ? Une révolte, un réveil ou un miroir ? Partagez votre lecture, vos doutes, vos échos. Parce qu'au fond, ce récit n'appartient plus à un seul pays. Il appartient à tous ceux qui croient que la dignité n'a pas besoin de visa.